Aux yeux du monde extérieur, Kaliningrad n'est tout simplement qu'une partie de la Russie. C'est l'enclave la plus occidentale du pays, ce qui signifie qu'elle est essentiellement la porte d'entrée de Vladimir Poutine vers le reste de l'Europe et, avant la guerre en Ukraine, elle abritait une présence militaire russe importante. Mais les vents du changement soufflent à Kaliningrad. La région évolue, passant du statut de composante importante de la Russie, notamment en raison de son accès à la mer Baltique, à celui de catalyseur potentiel d'une guerre susceptible d'engloutir les États baltes et par extension le reste de l'Europe. Kaliningrad est sur le point de devenir l'Ukraine 2.0. Et comme pour tout de suite, il est possible que le combat au sujet de Kaliningrad et sur son territoire soit plus vaste, plus effrayant et plus global que la bataille en Ukraine ne l'a été jusqu'à présent. Dans le pire des cas, Kaliningrad pourrait devenir le déclencheur involontaire de la Troisième Guerre mondiale. Comment ? C'est la question à laquelle nous cherchons à répondre dans cette vidéo. Nous faisons tourner cette chaîne avec des moyens très limités. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés pour débloquer la monétisation et améliorer la qualité ainsi que la régularité des vidéos. Si vous voulez des mises à jour rapides et claires, abonnez-vous. Mais avant d'entrer dans ce qui fait de Kaliningrad un morceau de territoire aussi important, il vaut la peine d'en apprendre un peu plus sur ce que c'est et surtout sur ce que cela représente pour la Russie. L'histoire de Kaliningrad remonte à 1255 et à l'essor de l'ordre teutonique. Dans sa quête de christianiser autant d'Europe que possible, cet ordre s'empara du territoire qui allait devenir Kaliningrad dans le cadre des croisades baltes. Le nommant Königsberg, le territoire devint bientôt le foyer de milliers de colons allemands qui passèrent les siècles suivants à s'installer à Königsberg et à l'établir comme un État distinct. Cela dit, cet État subissait une forte influence germanique, ce qui signifie qu'il ne fut jamais véritablement indépendant. Et ce manque d'indépendance fut aggravé par le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Königsberg fut essentiellement absorbé par la Prusse orientale pendant cette période l'Allemagne, conservant un contrôle direct sur la région tout au long des deux guerres mondiales. C'est là que l'Union soviétique entre en jeu. Après avoir contribué à vaincre les puissances de l'Axe et à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique participa à la création de l'accord de Potsdam. Cet accord fixa de nouvelles frontières territoriales en Europe et Königsberg passa officiellement sous contrôle soviétique. En 1946 vinrent l'annexion et le partage de la région entre la Pologne, la Lituanie et la Russie, la première étant alors aussi sous contrôle soviétique total ou partiel, et elle fut rebaptisée Kaliningrad en l'honneur de l'ancien chef de l'État soviétique, Mikhaïl Kalinin. Pendant les 45 années suivantes, Kaliningrad fonctionna essentiellement comme une enclave de l'Union soviétique. La région fut transformée en oblast, une division administrative de l'Union soviétique puis plus tard de la Russie, et Moscou interdit l'accès du territoire aux étrangers. L'effondrement de l'Union soviétique apporta de nouvelles possibilités pour Kaliningrad, même si tout espoir d'en faire un territoire indépendant fut rapidement anéanti lorsque Moscou conserva son contrôle sur l'enclave. Elle conserva son statut d'oblast, le contrôle de la région s'avérant crucial pour la Russie. Non seulement Kaliningrad pouvait servir de territoire le plus occidental de la Russie en Europe, pouvant potentiellement lui donner un rôle diplomatique, mais elle offrait aussi à Moscou un accès à des ports en eau chaude durant l'hiver. Cependant, la séparation entre Kaliningrad et la Russie commença à devenir problématique. Kaliningrad se trouve à environ 676 miles de Moscou et elle est séparée de la Russie par la Lituanie et la Pologne qui encerclent le territoire. Tout ce que la Russie fait à Kaliningrad doit d'abord passer par l'un de ces deux pays, généralement la Lituanie. Elle a accès à la mer grâce à ses ports de Saint-Pétersbourg. Mais comme ces ports gèlent régulièrement pendant l'hiver, cet accès est quelque peu restreint, laissant souvent la Russie dépendre de la coopération d'autres pays pour accéder à Kaliningrad. Là se trouve un problème pour Moscou, ainsi qu'un indice vers l'une des raisons pour lesquelles Kaliningrad est sur le point de devenir l'Ukraine 2.0. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, Kaliningrad fonctionne comme une zone économique spéciale dans laquelle il n'y a pas de droits d'importation et des impôts extrêmement faibles. Cela lui a permis de nouer des liens économiques avec d'autres pays européens, y compris les États baltes. Elle reste fortement dépendante de Moscou, 100 trains traversaient la Lituanie chaque mois pour approvisionner Kaliningrad avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais elle fonctionne aussi dans une certaine mesure indépendamment de la Russie elle-même.
Cette quasi-indépendance nous amène à la première raison pour laquelle Kaliningrad se prépare à devenir l'Ukraine 2.0. Beaucoup sur le territoire veulent qu'elle devienne son propre État. Cela a été clairement montré lors du référendum national en ligne sur l'autodétermination des républiques nationales. Organisé entre le 16 février et le 28 février 2023, ce référendum était un sondage en ligne organisé par plusieurs groupes d'activistes situés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du territoire russe. Ces résultats étaient officieux. La Russie n'approuverait jamais un tel sondage, car même l'idée que l'un de ses oblasts veuille obtenir l'indépendance est dans l'esprit du président Vladimir Poutine un signe potentiel de désintégration de la Russie. Pourtant, cela s'est produit, malgré des tentatives de le faire fermer, et les résultats ont montré une nette volonté d'indépendance à Kaliningrad. Un stupéfiant 72,1% des votants ont déclaré vouloir la liberté contre seulement 27,9% qui ont dit vouloir rester une partie de la Russie. Encore une fois, il s'agissait d'un sondage officieux, ce qui signifie qu'il ne déclenche rien qui pourrait conduire à une indépendance effective de Kaliningrad. Mais il apporte une réponse claire à ce que certains analystes appellent la question de Kaliningrad. Cette question est simple: que devient Kaliningrad maintenant qu'elle est essentiellement isolée de la Russie du fait que les États baltes qui l'entourent sont non seulement devenus indépendants, mais aussi membres de l'Union européenne ou Union européenne. Le résultat du sondage n'est que la démonstration la plus récente de la force d'un mouvement croissant à Kaliningrad en faveur de la rupture des liens avec la Russie. Et il illustre le sentiment chez beaucoup sur le territoire d'être essentiellement une île, non seulement coupée de la Russie, mais aussi entravée dans ses efforts pour nouer des relations plus fortes en Europe à cause de ses liens avec Moscou. C'est l'avis d'Alexei Chabounine, un journaliste d'un site d'actualité de Kaliningrad nommé Russian West, qui souligne que ceux qui dans la région aiment la Russie se sont toujours sentis isolés. Mais maintenant, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a un sentiment général d'être enfermé. Ce sentiment est aggravé par le fait que la Russie a été plus que ravie d'appeler les citoyens de Kaliningrad à se battre en Ukraine. Selon le journal militaire Stars and Stripes, 5000 des 1 million de personnes qui vivent à Kaliningrad avaient été appelées sous les drapeaux d'ici décembre 2023 et 450 avaient perdu la vie. De façon visible, l'enclave a aussi soutenu l'effort de guerre russe en fournissant des vêtements, des filets de camouflage et des quadricoptères, en plus d'allouer une grande partie de son budget 2024 au financement de l'effort de guerre. Mais en privé, affirme Chabounine, la plupart des habitants de la région veulent simplement que tout cela se termine. Les gens essaient d'éviter le sujet de l'opération militaire spéciale. Ils essaient de vivre comme avant. Il évoque également un manque de confiance envers les autorités de la région, soulignant que beaucoup ne croient pas leurs dirigeants lorsqu'ils disent qu'ils défendront Kaliningrad contre une invasion si la Russie déclare la guerre aux États baltes de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie. Ils pensent plutôt que l'enclave sera réduite en gravat, sans défense à moins qu'elle ne parvienne à se libérer de la Russie et à s'allier aux pays qui l'entourent. Nous commençons à voir ici un parallèle clair entre Kaliningrad et l'Ukraine. Comme Kaliningrad, l'Ukraine était auparavant sous contrôle soviétique. Elle a fait partie de l'Union soviétique pendant environ 70 ans, avant son effondrement en 1991. Ensuite, l'Ukraine a obtenu son indépendance. Pas Kaliningrad. Et si l'indépendance de l'Ukraine et le désir de la Russie de reprendre le territoire a été un déclencheur de la crise que nous observons aujourd'hui, le désir d'indépendance de Kaliningrad pourrait jouer le même rôle. Si l'enclave se libérait de la Russie, il ne serait peut-être qu'une question de temps avant que Poutine ou celui qui lui succédera tente de la récupérer. Bien sûr, Kaliningrad n'est pas la seule source de problèmes ici. La Lituanie jouera également un rôle dans la transformation de Kaliningrad en Ukraine 2.0. Plus tôt, nous avons expliqué que Kaliningrad est essentiellement coupé de la Russie, la Lituanie ayant servi de principal point d'accès de Moscou pendant des décennies. Ce n'était pas un problème. Avant la crise ukrainienne, la Russie était généralement en mesure d'assurer le passage des citoyens comme des marchandises par la Lituanie et vers Kaliningrad sans difficulté. La guerre a tout changé.
En réponse aux actions de la Russie, la Lituanie a à plusieurs reprises interdit le passage des Russes sur son territoire. Son Parlement a voté en 2023 la loi imposant des mesures restrictives concernant l'agression militaire contre l'Ukraine, instaurant une interdiction d'1 an, empêchant la plupart des citoyens russes d'obtenir des visas pour entrer dans le pays. Cette loi a été prolongée en avril 2024 pour au moins une année supplémentaire, ce qui signifie que la Russie n'aura pas d'accès terrestre à Kaliningrad avant au mieux le 2 mai 2025. La Lituanie a également volontiers participé aux sanctions imposées à la Russie depuis le déclenchement de la guerre. Elle est un soutien clair de l'Ukraine. Elle a fourni environ 500 millions de dollars d'aide financière au pays depuis février 2022 et elle a sa propre histoire avec la Russie. Comme l'Ukraine avant elle et Kaliningrad actuellement, la Lituanie est elle aussi tombée sous le joug soviétique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne retrouvant son indépendance qu'à l'effondrement de l'Union soviétique. En somme, elle, avec les autres États baltes, s'est établie comme un ennemi évident de la Russie et des tactiques agressives de Poutine en Ukraine. Elle a également restreint l'accès à Kaliningrad en empêchant les Russes de se rendre dans l'oblast par voie terrestre. Ils doivent à la place compter sur une route maritime depuis Saint-Pétersbourg, qui est affectée par les températures froides mentionnées plus tôt. Dans le contexte de Kaliningrad devenant l'Ukraine 2.0, les actions de la Lituanie posent deux problèmes. Premièrement, elles servent à isoler davantage Kaliningrad de la Russie, ce qui pourrait avoir un impact intéressant sur la population de l'oblast. Après tout, il existe déjà un mouvement pro-indépendance clair et croissant. Étant donné que Kaliningrad est soutenu directement par la Russie, ce mouvement pourrait devenir encore plus important à mesure que les conditions se détériorent dans l'oblast. Ses habitants pourraient ressentir de plus en plus que la perspective de devenir essentiellement un quatrième État balte leur conviendrait mieux. Au moins, alors, elle pourrait développer ses relations en Europe, peut-être au point de suivre la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, en devenant membre de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il y a là un avantage majeur pour Kaliningrad, surtout à mesure que les sanctions et restrictions de voyage de la Lituanie à l'encontre de la Russie commencent à causer davantage de problèmes dans la région. Deuxièmement, la Lituanie a mis la Russie en colère avec cette mesure augmentant la possibilité que la Russie lui déclare la guerre, ainsi qu'aux autres États baltes en réponse. Cela conduirait à une situation d'Ukraine 2.0 quelque peu indirecte. La Russie ne déclarerait pas la guerre à Kaliningrad. Elle possède déjà la région. Mais elle déclarerait la guerre au pays qui l'empêche d'accéder à ce territoire, entraînant potentiellement les autres nations baltes dans le conflit et du fait de l'appartenance de la Lituanie à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, créant un conflit mondial plus large. Tout cela à cause de Kaliningrad. Il vaut également la peine de développer cette idée de Kaliningrad devenant le quatrième État balte. C'est essentiellement ce qui se passerait si elle obtenait l'indépendance vis-à-vis de la Russie. Et certains pays traitent déjà la région comme un territoire indépendant du moins dans l'appellation. Des pays comme la Pologne. En mai 2023, la Pologne a décidé qu'elle ne ferait plus référence à Kaliningrad sous ce nom dans ses documents officiels. À la place, elle appellera la région Królewieck, le nom qu'elle portait lorsqu'elle était gouvernée par le royaume de Pologne au XVe et XVIe siècle. Cette décision ajoute une complication supplémentaire à l'histoire. Certains pourraient soutenir qu'il s'agit d'un acte d'agression directe de la part de la Pologne, le changement de nom suggérant qu'elle pourrait avoir des intentions de revendiquer Kaliningrad comme sienne. Ce n'est pas le cas du moins selon le ministre polonais du développement Waldemar Buda, qui affirme que la décision a été prise pour empêcher la russification en Pologne. Nous ne voulons pas de russification en Pologne, et c'est pourquoi nous avons décidé de changer le nom dans notre langue maternelle de Kaliningrad et de la région de Kaliningrad, a-t-il déclaré en expliquant la décision de la Pologne. Quoi qu'il en soit, la Russie est furieuse. Le Kremlin a décrit la décision comme un acte hostile, probablement parce qu'elle remet clairement en question de manière indirecte le contrôle de la Russie sur Kaliningrad. Une fois encore, on voit du carburant être versé sur le feu du mouvement indépendantiste de l'oblast. Après tout, si un pays est prêt à reconnaître Kaliningrad comme une entité distincte, ne serait-ce qu'en termes de nom, il y a une chance que d'autres lui emboîtent le pas. C'est la dernière chose que Poutine souhaite.
Nous avons donc plusieurs raisons pour lesquelles Kaliningrad pourrait devenir l'Ukraine 2.0 dans les années à venir. Le mouvement indépendantiste grandissant dans l'oblast représente une menace claire pour Moscou que Poutine voudra faire taire. La Lituanie et sa décision de restreindre le passage des Russes sur son territoire isolent davantage Moscou de Kaliningrad, alimentant peut-être le mouvement indépendantiste de la région tout en mettant Poutine en colère. Et puis il y a la décision de dénomination de la Pologne, un acte hostile qui ne fait que nourrir l'idée de Kaliningrad devenant une région indépendante. À présent, changeons de focus pour aborder un autre sujet, la flotte de la Baltique. Nous avons déjà évoqué l'une des raisons pour lesquelles Kaliningrad est un territoire si important pour la Russie. La ville portuaire de Baltiisk dans l'oblast est le seul port que la Russie possède sur la mer Baltique qui ne gèle pas lorsque l'hiver arrive. C'est là que la Russie stationne sa flotte de la Baltique. En 2008, l'année la plus récente pour laquelle nous disposons de chiffres, cette flotte comptait 55 navires de combat de types variés. Parmi eux figuraient plusieurs destroyers corvettes et frégates, ainsi que des navires de débarquement et une paire de sous-marins. La flotte représente approximativement 1/10 de toute la puissance navale russe et elle a besoin d'un soutien constant en ressources et en personnel pour être efficace. Revenons à la décision de la Lituanie d'interdire à nouveau le passage des Russes sur son territoire. Non seulement cette décision empêche la Russie d'acheminer des approvisionnements à la population, mais elle a aussi un impact sur la flotte de la Baltique stationnée dans l'oblast. Encore une fois, nous renvoyons à Saint-Pétersbourg et au fait que ces ports gèlent en hiver. Quand cela se produit, la flotte de la Baltique est essentiellement coupée de Moscou, se retrouvant coincée dans le seul port en eau chaude que la Russie possède sur la mer Baltique. Pire encore pour la Russie, être coupée de Kaliningrad réduit sa capacité à garder le contrôle de la mer Baltique. C'est particulièrement vrai maintenant que la Finlande, un autre ancien rival de la Russie, est devenu membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Avec cette adhésion, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a étendu sa propre frontière le long de la mer Baltique, amenant certains à commencer à qualifier la petite étendue d'eau de lac de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Un lac que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pourrait utiliser pour isoler encore davantage Kaliningrad de la Russie. Quel rapport cela a-t-il avec l'Ukraine ? La Russie s'est retrouvée dans une situation similaire avec l'Ukraine plusieurs années avant d'envahir le pays. De même que Kaliningrad accueille la flotte de la Baltique, Sébastopol abritait la flotte de la mer Noire plus au sud. Sébastopol se trouve dans la région de Crimée, ce qui a créé un problème pour la Russie lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. La Crimée est revenue à l'Ukraine, et Kiev pouvait alors potentiellement revendiquer la flotte de la mer Noire de l'ex-Union soviétique. La Russie n'allait pas remettre une grande partie de sa marine à un pays devenu indépendant, ce qui a conduit à un compromis en 1997, le traité de partage sur le statut et les conditions de la flotte de la mer Noire. Au terme de ce traité, 9 navires sur 11 de la flotte de la mer Noire ont été restitués à la Russie, les 2 restants demeurant avec l'Ukraine. Même si cela peut sembler être un mauvais accord pour l'Ukraine, parce que ça l'était, le pays manquait d'argent à l'époque de la signature du traité. Ainsi, en échange de cet accord déséquilibré, la Russie a promis de payer à l'Ukraine 526 millions de dollars. Cependant, il y avait quelque chose que la Russie voulait encore plus que les navires, la base de Sébastopol où la flotte de la mer Noire était amarrée. La Russie ne pouvait pas acheter cette base purement et simplement. Elle faisait partie de l'Ukraine, mais elle pouvait louer la base à l'Ukraine, ce qui lui donnait accès à un autre port crucial en eau chaude, tout en garantissant que sa flotte de la mer Noire avait effectivement accès à la mer qui lui donne son nom. La Russie a conclu un autre accord avec l'Ukraine, promettant cette fois de payer 97 millions de dollars par an pour louer la base, tout en promettant simultanément de respecter la souveraineté et l'indépendance du nouvel État ukrainien. Nous savons tous comment cela s'est terminé. Mais pourquoi en est-on arrivé au point où la Russie a envahi l'Ukraine ? La réponse simple est que la Russie avait un problème, le bail de sa base de Sébastopol n'était pas permanent. Vers la fin de 2008,
Poutine s'est retrouvé face à Viktor Yurtchenko et Yulia Tymoshenko, respectivement président et premier ministre de l'Ukraine et, point crucial, tous deux des responsables politiques pro-occidentaux. Ils ont annoncé qu'à l'arrivée de 2017, la Russie devrait quitter Sébastopol, rendant la base à l'Ukraine. Mais il y avait un autre rebondissement. En 2010, Yushchenko a été évincé par Viktor Yanukovych, ce qui signifiait que la présidence ukrainienne redevenait anti-occidentale. Sans perdre de temps, Yanukovych a prolongé le bail russe à Sébastopol jusqu'en 2042, sécurisant à nouveau l'accès de la Russie à la mer Noire. Tout allait de nouveau bien pour la Russie. Jusqu'à... La révolution de Maïdan de 2014 a vu Yanukovych fuir l'Ukraine, remettant le bail en danger une fois de plus. Cette fois, Poutine n'allait pas rester les bras croisés et accepter la perte potentielle d'une base précieuse. Au lieu de cela, profitant du chaos provoqué par la révolution, il a choisi d'annexer la Crimée, revendiquant au passage Sébastopol comme territoire russe, et de se débarrasser de tout le problème de l'allocation. C'est ici que les parallèles avec Kaliningrad deviennent plus clairs. Lorsque la Russie a annexé la Crimée, l'Ukraine a riposté en bloquant l'accès terrestre russe à la péninsule de Crimée, empêchant ainsi le pays de transporter quoi que ce soit vers sa flotte de la mer Noire par voie terrestre. C'est presque une image miroir de ce que la Lituanie a fait à la Russie concernant la flotte de la Baltique. Au début, la Russie a contourné cette restriction en acheminant troupes et matériel vers Sébastopol par le détroit de Kertch. Mais cette approche avait des limites, ce qui a conduit la Russie à choisir une seconde option, la construction du pont de Crimée. Ouvert en 2018, le pont permet aux voitures-camions et, en 2020, aux passagers du fret ferroviaire d'accéder à Sébastopol sans avoir à se soucier des restrictions terrestres de l'Ukraine. Fait intéressant, on voit l'importance de ce pont dans les mouvements de la Russie à travers l'Ukraine depuis le début de la guerre. Elle a fortement poussé vers le sud en direction de Mariupol parce qu'elle a besoin de cette terre pour achever le pont de Crimée. L'importance de ce pont est aussi la raison pour laquelle l'Ukraine l'a ciblé à de nombreuses reprises. Elle a déjà lancé 2 attaques contre le pont et un rapport d'avril 2024 publié dans The Guardian suggérait qu'une 3e attaque est inévitable. Détruire ce pont obligerait la Russie à transporter ses approvisionnements de guerre à travers le sud de l'Ukraine, ce qui pourrait entraver les forces de Moscou sur le terrain en ralentissant leur accès aux fournitures. Mais revenons à la situation à Kaliningrad. À l'heure actuelle, la Russie fait face à un problème similaire à celui qu'elle a connu lorsqu'elle a pris la Crimée. Elle possède la terre, mais elle n'y a pas accès. Et dans le cas de Kaliningrad, elle ne peut pas contourner ce manque d'accès en construisant un nouveau pont. Elle doit passer par la Lituanie, un pays qui a imposé de lourdes sanctions à la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Peut-être Poutine décidera-t-il que la seule manière de retrouver un accès complet à Kaliningrad serait de prendre la Lituanie, éliminant au passage la question des sanctions. Et ne vous y trompez pas, la Russie veut garder le contrôle de Kaliningrad. Non seulement c'est le site de la flotte de la Baltique, mais c'est aussi le foyer de plusieurs missiles Iskander russes. Ces missiles sont capables d'emporter des charges nucléaires. Étant donné la position de Kaliningrad, rappelez-vous qu'il s'agit du territoire russe le plus occidental qui s'enfonce en Europe, Poutine voudra maintenir l'accès simplement afin de pouvoir utiliser Kaliningrad pour proférer des menaces nucléaires si nécessaire. Il existe toutefois une grâce salvatrice qui pourrait empêcher Poutine de lancer des attaques contre la Lituanie qui restaurerait son accès à Kaliningrad, à l'instar de l'annexion de la Crimée. La Lituanie est membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette adhésion signifie que la Lituanie bénéficie de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui stipule que toute attaque contre le territoire d'un membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est considérée comme une attaque contre tous les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est le principe des 3 mousquetaires, un pour tous et tous pour un, étendu à l'échelle mondiale. Si Poutine attaquait la Lituanie, il ne devrait pas seulement se battre contre la Lituanie. Il entraînerait le Royaume-Uni dans la guerre, la France, l'Allemagne, la Lettonie et l'Estonie, les voisins baltes de la Lituanie, et surtout les États-Unis. Aucun de ces pays n'est intervenu directement dans la guerre en Ukraine, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ils se sont limités à envoyer de l'argent et du matériel.
Mais si la Russie lançait une attaque contre la Lituanie, il serait tenu de répondre militairement, ce qui pourrait enflammer une troisième guerre mondiale. Ainsi, la situation de Kaliningrad est au bord du précipice. C'est toujours un territoire russe, et il est peu probable que ce fait change, même si le mouvement indépendantiste au sein de l'enclave se renforce de mois en mois. Elle offre aussi des parallèles inquiétants avec l'Ukraine notamment, en ce sens que Kaliningrad reflète les problèmes que la Russie avait avec la base de Sébastopol en matière d'accès terrestre. Moscou doit même faire face à certains pays, la Pologne en tête, qui commencent à traiter Kaliningrad un peu comme un État indépendant. Mais il existe des facteurs clés susceptibles de retenir la main de Poutine. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est le facteur le plus évident. La Russie n'a probablement pas l'appétit d'une guerre mondiale qui l'opposerait à son ennemi le plus puissant, rendant peu probable qu'il tente de s'emparer de la Lituanie pour rétablir un accès terrestre à Kaliningrad. Ensuite, il faut prendre en compte l'incertitude autour de la guerre en Ukraine et ce à quoi pourrait ressembler son après-guerre. Si la Russie gagne, pourrait-elle alors reconstruire ses relations avec les États baltes au point que le libre passage vers Kaliningrad redevienne à sa portée? Seul le temps le dira. Pour l'instant, nous vous laissons la parole. Quel rôle important pensez-vous que Kaliningrad jouera dans la géopolitique mondiale dans les années à venir? Pensez-vous que Poutine risquerait de déclencher une nouvelle guerre mondiale, transformant Kaliningrad en Ukraine 2.0, juste pour rétablir un accès terrestre à sa flotte de la Baltique? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Nous faisons tourner cette chaîne avec des moyens très limités. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés pour débloquer la monétisation et améliorer la qualité ainsi que la régularité des vidéos. Si vous voulez des mises à jour rapides et claires, abonnez-vous.